Alors, il est vrai que, avant de vous laisser la parole, Monsieur Alibert, revenons un peu à quelques éléments de contexte. Vous l'avez dit, Monsieur Martial, le nombre de personnes qui est touchées par le cancer est en hausse continue. On estime l'incidence à peu près 400 000 personnes par an quand même, et ce chiffre-là a doublé ces 30 dernières années. Je vois que Monsieur Alibert arrive. Ce qui est intéressant par rapport à ces chiffres-là, et ce qu'il faut sans doute retenir, c'est que le cancer demeure également la première cause de mortalité prématurée, mais également la première cause évitable. On estime que 4 cancers sur 10 pourraient être évités. Il y a un élément qui est important aussi, sans doute d'un point de vue contextuel encore à poser, c'est que les nouvelles post-Covid, du côté du cancer également, sont très loin d'être réjouissantes. Un communiqué de l'INCa il y a quelques jours appelait à une surveillance et à une attention portée vraiment spécifique, compte tenu de la situation de fermeture des blocs, des renoncements aux soins, de la perte de chance que ça a induit, que la crise a induit. On a estimé quand même, ce sont des chiffres qui sont assez phénoménaux, que 500 000 scanners n'avaient pas pu être faits, que 250 000 coloscopies, pareil, n'avaient pas pu être réalisées. Donc, on se retrouve là avec une perte de chance complètement terrifiante. Du coup, le fameux chiffre des 80 000 décès qui pourraient être évités chaque année, j'en parlais juste avant, risque d'être encore plus augmenté dans les années à venir, compte tenu de cet élément. Quoi qu'il en soit, et c'est tout l'enjeu de cette demi-journée de réflexion et de travail, les prises en charge en ville sont appelées à se multiplier, notamment compte tenu de l'augmentation qui va aller encore croissante du nombre de chimios à domicile. Alors du coup, quel accompagnement pour les patients, quels écueils allons-nous devoir et pouvoir éviter, quelles opportunités aussi se présentent à nous? Est-ce que la crise que nous traversons encore va quand même permettre d'avancer peut-être plus vite, mieux sur certains sujets. Tout ça sont autant d'enjeux que nous allons effectivement évoquer au cours de cette matinée. Alors pour commencer, j'accueille donc Thierry Alibert. Thierry Alibert, qui est délégué territorial de l'ARS Grand Est. Et merci beaucoup, Monsieur Alibert, d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, et je me permets là aussi quelques mots d'introduction vous concernant, c'est que quand j'ai parlé de Donco en région, je vous ai d'abord interrogé sur l'application du plan cancer. Parce que effectivement, pour rappel, le 3e plan cancer, quand même 1,5 million d'euros, s'est achevé en 2019. Alors, selon les sources d'évaluation, celle-ci est plus ou moins favorable. Le fameux rapport de l'IGAS, de l'Inspection générale des affaires sociales, pour le coup, est mitigé sur de nombreux points. Les résultats des dépistages organisés qui sont vraiment très loin des objectifs, qu'il s'agisse du cancer du sein, de l'utérus, du colorectal, des parcours des malades qui restent complexes et par exemple, parce qu'il y a quand même une liste à la Prévert d'éléments négatifs qui sont listés dans ce rapport de l'IGAS, une interactivité au niveau national et régional qui demeure insuffisante. Eh bien, vous, Monsieur Alibert, quand je vous ai interrogé relativement à tout ceci, et bien que cela soit a priori ces plans cancer qui dictent les grandes lignes de la politique de notre pays en la matière,
Vous m'avez tout de suite remise dans le droit chemin, et vous avez bien fait, en me rappelant votre réalité. Votre réalité, c'est-à-dire celle des professionnels de santé, celle des professionnels de santé qui nous regardent ce matin et pour lesquels on réfléchit ensemble, c'est-à-dire le fait que c'est le terrain d'abord et avant tout qui prime. Et vous, au fur et à mesure de notre entretien, vous m'avez bien montré, et c'est ce que j'espère que vous allez pouvoir retranscrire ce matin quand je vous aurai laissé la parole, enfin, rassurez-vous que ça va arriver, c'est que vous mêlez pragmatisme et politique des petits pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, du coup, à ce sujet ? Oui, bonjour Peggy, bonjour Monsieur le Président, Monsieur Martial, et bonjour à toutes et à tous. Un grand remerciement d'abord à Pierre Crête, qui est la cheville ouvrière de cette organisation et avec qui on travaille vraiment main dans la main. Pierre Crête fait partie de ces pharmaciens qui sont toujours très pugnaces et qui ont toujours des très bonnes initiatives en matière de santé publique. Et je voulais vraiment le remercier de m'avoir associé à l'ouverture de votre colloque que je sais être très riche. Alors effectivement, comme l'a souligné Peggy, moi je suis arrivé à un âge où en santé publique, on part déjà des réalités territoriales et on regarde l'état des forces en présence. Alors le plan cancer, il a le mérite effectivement de poser un cadre très général, mais si on regarde comment s'est bâti notre projet régional de santé qui a associé grosso modo 900 professionnels de santé, on est parti d'un diagnostic territorial partagé. Et là, les propos introductifs l'ont souligné de la part de Peggy. C'est vrai que les deux premières causes en Grand Est de mortalité sont le cancer et les maladies cardiovasculaires, avec une prévalence forte chez les 15-25 ans de fumeurs. Alors quand je dis prévalence forte, on est quasiment à du 30%. Notre ancien directeur général avait toujours pour habitude de souligner que si on regardait ce qui se passait en Australie, avec un programme national qu'ils avaient mis en place de réduction des risques tabagiques, ils en étaient arrivés à 5% de la même population qui fumait. Ce à quoi je lui disais toujours qu'en Australie, ils ont le surf, la mer et le soleil, chose qui n'existe pas chez nous. Pour autant, et c'est tout l'intérêt de ce qui existe ici, on a voulu partir de ce diagnostic en disant comment on peut améliorer le parcours. Je pense que le parcours de soins de la personne atteinte du cancer, elle est absolument nécessaire. Et je pourrais bien évidemment ensuite revenir sur les 12 objectifs qui structurent le projet régional de santé en matière de cancérologie. Ce que je voulais souligner, c'est l'importance, et le président Martial l'a souligné tout à l'heure également, de l'interdisciplinarité. Pourquoi ? Parce qu'on voit que si on regarde aux deux âges de la vie, l'oncopédiatrie et l'oncogériatrie, on a besoin d'une coopération entre l'ensemble des professionnels de santé qui prennent en charge le patient. Or, dans une réunion, il y a très peu, on a la chance sur Reims d'avoir une plateforme territoriale d'appui avec des médecins libéraux, des infirmiers qui fonctionnent bien. Et on avait un cancérologue qui participait à nos travaux et qui nous disait la difficulté avec les patients atteints de cancer, c'est que le temps pendant lequel ils ont une chimiothérapie, une radiothérapie, ils se confient beaucoup plus à leur oncologue, à leur cancérologue qu'à leur médecin traitant. Ce qui fait qu'il peut y avoir une certaine parenthèse dans le temps de prise en charge du médecin traitant qui se sent un petit peu évincé, écarté lors de la radiothérapie, la chimiothérapie, quand bien même normalement les pratiques devraient travailler à une meilleure coordination et coopération entre les praticiens. Et je crois que tout l'enjeu, après, effectivement, on va avoir des améliorations techniques très fortes. La stéréotaxie, on a la chirurgie ambulatoire, ça a été évoqué. Mais une fois encore, si c'est aux patients de devoir coordonner l'ensemble des intervenants et des professionnels de santé en matière de santé publique, on aura raté une étape. Et c'est bien la raison pour laquelle on a voulu, nous, sur le parcours du patient, envisager
l'ensemble des prises en charge. Et le docteur ou le professeur Martial l'a indiqué dans son propos liminaire, ce qui compte aussi, c'est la pratique sportive. Alors, on peut s'enorgueillir en région Grand Est et notamment dans la Marne d'avoir un réseau sport santé qui est très actif et qui permet, avec un autre programme qui s'appelle Prescrimove, d'avoir des activités adaptées pour les personnes atteintes du cancer. On a notamment pour les femmes qui sont atteintes de cancer du sein, un club de rameuses d'aviron dans la Marne qui est vraiment aussi très actif. Tout ça pour montrer que la prise en charge de la personne atteinte du cancer dans le parcours qu'on a voulu bâtir au sein du projet régional de santé, on a voulu prendre toutes les étapes et l'aspect nutritionnel, ça a été souligné également, l'aspect bien évidemment strictement médical, mais aussi l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, pourquoi ? Parce que, et on le sait tous, quand vous êtes confronté au risque de la mort, eh bien, malheureusement, ça vous crée des angoisses, des anxiétés. Et on a aussi cette chance dans le parcours de prise en charge d'avoir voulu mettre en place des soins de support et notamment une prise en charge psychologique qui existe de manière très forte. Alors, le paysage en termes d'offres de soins sur la région Grand Est est assez contrasté, mais on a la chance d'avoir des centres de cancer. On en a un, Godino à Reims, qui fonctionne très bien et qui fonctionne d'autant mieux que là aussi, on fait exploser les barrières administratives. On sait qu'on a un tropisme sur l'Aisne avec Soissons et on a beaucoup de personnes de Château-Thierry, de l'Aisne, de Soissons qui viennent se faire soigner en oncologie à Reims ou à Godino ou à Courlancy ou même au CHU, puisque on a un certain nombre d'autorisations sur ces 3 gros établissements et on avait voulu mailler là aussi le territoire en faisant et en donnant notre accord pour une radiothérapie externe sous forme de GCS conclue entre l'Institut Godino et le centre hospitalier de Chartres. Donc, si je reviens à l'ensemble du parcours cancer, et je reviendrai un instant sur ce qui a été dit par Peggy sur le risque de la crise sanitaire du Covid, nous sommes à l'heure actuelle dans une campagne justement très forte vis-à-vis des professionnels et je pense que Pierre Crête le sait bien. En tous les cas, il est toujours mis dans la boucle avec l'ensemble des échanges que j'ai avec tous les professionnels de terrain, qui est une campagne de non-renoncement aux soins. Non-renoncement aux soins parce qu'on a voulu, et dès la première vague, ça a peut-être été une caractéristique dans la Marne, éviter autant que faire se peut une trop grosse déprogrammation. Et on a vu vraiment une concertation très forte entre les professionnels, y compris les oncologues et les professionnels de ville, pour vérifier le degré de risque au cas par cas avec cette possibilité d'un renoncement aux soins entre parenthèses. Donc, les objectifs du plan régional de santé, c'est d'abord améliorer la prévention primaire. Dans la Marne, où on est plutôt un bon département en termes de dépistage précoce, que ce soit sur le sein, le colorectal et sur le col de l'utérus, on est à peine à 60% de dépistage. Et on voit bien qu'il faut qu'on aille chercher dans les publics les plus précaires, dans les publics les plus vulnérables, ces 40% qui nous manquent. Pourquoi ? Parce que, je le rappelle toujours, la force et l'ambition de l'actation des agences régionales de santé, c'est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et on sait bien qu'on a des quartiers pauvres, des quartiers que pudiquement on appelle quartiers de politique de la ville, où pour tout un ensemble de handicaps cumulatifs, les personnes sont éloignées du système de santé. Et donc, tout le pari qu'on fait, c'est s'ils ne peuvent pas aller vers la santé, c'est à la santé de se déplacer vers eux. C'est la raison pour laquelle, effectivement, quand Peggy parlait de la politique des petits pas,
dans la prévention, on a pris en compte aussi la prévention à travers la nutrition, parce qu'on sait très bien que les facteurs aggravants pour les risques du cancer, c'est alcool, tabac, consommation immodérée de soda, mauvaise nutrition avec beaucoup de sucre, beaucoup de graisse. Et on a voulu, avec l'ensemble de nos partenaires, notamment dans les contrats locaux de santé, ne pas stigmatiser ces populations, mais leur montrer, les amener à travers des écoles du goût, à travers notamment sur Reims, des cantines approvisionnées en produits bio, dès le plus jeune âge, y compris dans des catégories socio-professionnelles défavorisées, éduquer au goût, éduquer à éviter les sucres, les graisses, parce qu'on sait que ça fait partie aussi des facteurs de cancer. Et quand on parle de la prise en charge du cancer, je pense que cet aspect préventif, malheureusement, il est trop souvent mis de côté. Et on voit bien qu'on est à peine à 60% de taux de dépistage, qui pour la Marne est plutôt bon. On est plutôt dans les bons élèves sur les 10 départements du Grand Est. Il n'empêche que 60%, ça veut dire que vous avez 40% de personnes qui, pour X raisons, ne se font pas de mammographie. Dans les quartiers, malheureusement, un petit peu difficiles, on a constaté on avait un certain nombre de femmes qui n'avaient pas vu un gynéco dans la tranche d'âge des 40-60 ans depuis plus de 10 ans, voire de 15 ans. Et c'est toutes ces personnes-là, justement, les populations également issues du monde des migrants, vers lesquelles on va pour justement faire du dépistage très précoce, parce que malheureusement, et ça a été également souligné par Peggy, trop souvent, quand on détecte des cancers dans ces populations fragiles et vulnérables qui sont dans des quartiers défavorisés, l'issue reste fatale et on a quand même ce pourcentage entre 30 et 40% de cancers évitables avec une issue fatale. Voilà. Donc, est-ce que je peux vous interrompre un tout petit instant parce que j'ai deux questions par rapport à ce que vous êtes en train d'évoquer, Monsieur Alibert. Alors du coup, j'en profite déjà que ça sert doublement de vous couper la parole pour dire aux spectateurs qu'il est tout à fait possible pour eux de poser des questions en direct avec la petite icône en haut à droite qui se trouve sur votre écran. N'hésitez surtout pas, on fera passer vos questions. Alors moi, j'ai deux questions justement parce que tout de suite, vous avez commencé par parler de l'importance de la prise en charge pluriprofessionnelle. Et quand on a préparé ensemble cet entretien, vous avez insisté sur ce point, mais surtout sur la valorisation des compétences existantes. Et parce que effectivement, il y a toujours un monde entre dire c'est essentiel d'avoir une pluriprofessionnalité, et puis derrière, oui, mais concrètement, comment on fait ? Donc, en fait, de votre point de vue à vous, et c'est-à-dire pas seulement un point de vue, c'est au regard de votre pratique, encore une fois, comment on valorise les compétences sur le terrain. Et deuxième question, parce que dans ce que j'entends sur l'importance de s'adapter aux besoins spécifiques de telle ou telle population, celle dont vous parliez, là en particulier, les QPV par exemple, pour lutter contre les inégalités sociales de santé, ça implique que vous souhaitez et vous essayiez de mettre en place des réponses presque sur mesure. Et la question qui me vient là, parce que vous travaillez à l'ARS, c'est dans quelle mesure un gros bateau tel que l'ARS, même en délégation territoriale, peut-il opérer ce type de travail en dentelle sur le terrain et ce type de travail sur mesure? Je vous laisse la parole. Merci. Alors, pour déjà répondre à la première partie de vos interrogations, je pense que l'ARS, on est agile sur le terrain avec les délégations territoriales. Le modèle organisationnel qui a été... Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout va bien, on vous entend très bien. D'accord. OK. Donc, le modèle organisationnel qui a été pris, c'est d'avoir justement des délégations territoriales de terrain qui soient un maillon
j'allais dire, de fédération et de mobilisation des acteurs de terrain. C'est pourquoi on a beaucoup privilégié le travail sous forme de contrats locaux de santé, où là aussi, on fait un diagnostic territorial, non seulement avec les professionnels de santé, mais avec des acteurs auxquels on ne pense pas nécessairement. Je pense notamment aux missions locales qui ont des centres de santé. Je pense à la Mutualité française qui a également des centres de santé où la seule différence, c'est que les professionnels sont des salariés. On pense également aux collectivités territoriales qui ont un rôle important en chef de file sur les personnes âgées, les personnes handicapées, mais on pense également aux animateurs de rue et, j'allais dire, à des acteurs auxquels on ne penserait pas nécessairement de prime abord. Pour illustrer le propos, Chambre d'agriculture de la Marne et la direction régionale de l'agriculture, quand on a été dans la deuxième phase de notre contrat local de santé, nous ont dit vous travaillez beaucoup sur la nutrition, est-ce que vous seriez d'accord à ce qu'on participe à vos travaux pour favoriser les circuits courts et puis une alimentation beaucoup plus biologique dans les cantines à Reims. Bien évidemment, on a pris en compte cette proposition et on essaye d'être vraiment agile et on en avait discuté entre nous et de faire du sur-mesure. On avait vu qu'on avait des femmes relais migrantes qui nous disaient que malheureusement, et je reviens sur les propos de tout à l'heure, beaucoup de femmes migrantes n'avaient pas vu un gynécologue, elles savaient pour la plupart d'entre elles même pas ce que ça pouvait être, et que notamment chez les jeunes filles, le dépistage du col de l'utérus et chez les femmes un peu plus âgées, les mammographies, il y avait toute une éducation à faire. Et donc, on a travaillé avec des femmes relais pour justement qu'elles portent la bonne parole, qu'elles enlèvent aussi un certain nombre j'allais dire, de visions un peu néfastes des choses. Parce que une chose est de dire, il ne faut pas du Coca-Cola ou des sodas. Mais dans les familles qui sont culturellement défavorisées, boire du coca, c'est montrer qu'on a une certaine forme de pouvoir et qu'on ne se contente pas de boire de l'eau. Donc il y a tout un discours de représentation mentale sur lequel il faut travailler en amont. Alors c'est un travail au long cours, c'est un travail qui est assez ingrat, mais sur lequel on a besoin d'autres intervenants pour améliorer le contact avec les professionnels de santé. Il y a toute cette prise en compte. Alors effectivement, ça prend du temps, mais on préfère se donner du temps et avoir vraiment des actions qui seront payantes dans 10 ou 15 ans. Pareil, comment on travaille entre la pluridisciplinarité, mais on part déjà des réussites de terrain. On a une plateforme territoriale d'appui qui réunit 200 médecins sur les 300 que compte l'agglomération rémoise. Entre eux, ils travaillent aussi sur un certain nombre de thématiques et la thématique cancéro. Bien évidemment, ensuite, ils prennent des contacts avec les cancérologues. On a la chance aussi d'avoir un réseau, le réseau Rancocha, dans la Marne et dans l'ex-Champagne-Ardenne, qui est là aussi pour diffuser les bonnes pratiques et faire connaître les évolutions, qu'elles soient des évolutions en termes de médicamenteuses ou en termes, j'allais dire, de techniques, la stéréotaxie, vis-à-vis des professionnels de santé généralistes, et dans ma bouche, généraliste, c'est noble, c'est pas un gros mot, de manière à ce qu'il y ait du lien qui se crée. Dans la bouche de personne, je vous rassure. Évidemment, on a la chance, et je le redis, même si la modestie de Pierre Crête doit en souffrir et en sortir un peu incommodé, mais on a la chance avec Pierre Crête d'avoir toujours des actions, y compris vaccinales notamment, et on sait qu'on a du retard dans la politique vaccinale, pour qu'à travers cette politique de vaccination, on puisse diffuser des messages, et y compris des messages qui viennent dans le réseau sport, santé, bien-être. Donc, alors, ce qu'on veut,
allez-y. Excusez-moi, c'est parce que je vois le temps passer et les questions qui arrivent. Donc, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une multiplicité de possibilités et d'utilisation des compétences existantes et que vous servez finalement de liant, de valorisation quand c'est possible, parce que vous êtes la bonne courroie de transmission et parfois la chambre d'écho, si je résume globalement. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir l'ensemble des initiatives qui sont menées par l'ARS. Parce que là, j'ai deux questions et même si ça va être l'objet de beaucoup de moments d'échange de la matinée, il y en a notamment une sur la place du pharmacien dans l'interprofessionnalité, dans la prise en charge plus professionnelle, évidemment, puisque la majorité des professionnels qui nous suivent ce matin sont pharmaciens, mais pas que, bien sûr. Et le sujet là, finalement, même si on va encore une fois en reparler un peu plus tard, beaucoup plus précisément, c'est votre regard à vous, ARS, comment, voilà, quelle est la place et le rôle du pharmacien de votre point de vue dans cette prise en charge? Alors, pour vous répondre très concrètement, et je vous remercie de votre propos, ce que je n'arrête de dire à mes collaborateurs et mes collaboratrices, c'est que quelque part, nous, on est des passerelles, on est des lanceurs de ponts entre des mondes qui s'ignorent, et qui ne voient pas forcément la santé dans une vision globale et englobante. La place du pharmacien, pour moi, à travers le colloque que vous tenez aujourd'hui, je pense que, comme souvent, et ne prenez pas mal les propos, c'est juste un constat, il y a un monde entre les PUI et les pharmaciens d'officine. Et je pense que dans les PUI, notamment dans les grands établissements de santé, et notamment les établissements qui ont à traiter ou qui ont des autorisations en cancéro à travers la chimio, à travers la radiothérapie, je pense que la technique prend le pas sur l'humanité. Je m'explique, je veux dire par là qu'on est dans des normes, dans des dosages tellement importants et tellement contraignants parce qu'ils conditionnent la vie des patients, qu'on en oublie que le patient, c'est un être global, là aussi, c'est un être de chair et de sang qui fait du sport, qui a de l'anxiété. Et moi, ce que je pourrais appeler de mes voeux, c'est que sous une forme, et ce colloque est une bonne réponse à y apporter, il y ait véritablement, de la même manière qu'on a des spécialistes, des oncologues qui parlent aux médecins généralistes, qu'on ait des pharmaciens qui travaillent dans des PUI, et notamment dans les PUI de centres de lutte contre le cancer, qui peut-être expliquent leur travail à leurs homologues en officine de pharmacie, lesquels pourraient expliquer leur rôle essentiel sur la nutrition, sur la lutte contre l'anxiété. Bon, c'est évident. Je pense que là aussi, il y a des passerelles à oui, le lien, alors c'est tout l'objet d'un des projets qu'on va présenter tout à l'heure au FINOT, pour ne pas le citer, qui est justement, c'est une toute petite partie, mais effectivement qui est basée sur l'idée du lien essentiel à créer entre le pharmacien de ville et le PUI. Je vois l'heure passer toujours, excusez-moi, c'est vrai qu'on a un peu envie de creuser plus les questions, mais on ne va pas vraiment pouvoir. Monsieur Martial, je crois que vous vouliez ajouter, préciser ou poser une question à Monsieur Alibert. Tout à fait, Monsieur Alibert, je vous rejoins et je pense que dans le cancer, et de plus en plus d'ailleurs, puisque nous en avons de plus en plus, le rôle du pharmacien dans le suivi des patients sous traitement anticancéreux qui va se passer à domicile est très très important. Tout d'abord, nous n'avons pas de frein. Nous sommes une profession qui, et vous le savez bien, a toujours mis un point d'honneur à pouvoir servir au maximum n'importe quelle population. Nous avons du tiers payant que nous pratiquons depuis plus de 30 ans, donc souvent le lien économique n'est pas un frein pour rentrer dans les pharmacies. Et c'est même plus pousser la porte des pharmacies. La plupart ont des portes automatiques qui s'ouvrent sans rendez-vous, où nous pouvons avoir un contact avec un spécialiste du médicament, mais pas que. Et vous venez de le dire, nous avons des médicaments qui sont de plus en plus durs à manipuler, qui sont de plus en plus puissants et qui relèvent une expertise de plus en plus grande, expertise qui est dans les centres.
Et si nous ne voulons pas encombrer les centres, et c'est notre rôle en tant que professionnels libéraux, nous devons travailler avec ces centres pour éviter l'encombrement, pour éviter que les gens aillent systématiquement dans les centres et viennent plutôt nous demander dans les officines des renseignements pour que leurs pharmaciens, leurs infirmières, leurs médecins, leurs kinés puissent leur apporter presque à domicile, ou en tout cas autour d'eux, une réponse et la meilleure réponse adaptée. Adaptée par rapport à leur situation sociale, adaptée par rapport à leur situation sanitaire. Et c'est cette création, autrefois on aurait dit de réseau, mais en tout cas de liens, ville, hôpital dans le sens large, et ville dans le sens large également, cette communication interprofessionnelle qui doit s'ouvrir également vers le médico-social, qui pourra nous amener à remplir vraiment notre rôle, parce que nous devons être une force de proposition pour permettre la vie, pour les soins, on dit en gros soins de support, mais c'est l'intégralité des soins. Ça va, j'allais dire, du yoga à la prise du dernier médicament de thérapie ciblée orale. Tout cet entourage, nous devons pouvoir l'assurer. Et c'est là, cette journée, c'est ce que nous voudrions mettre en place, en évident, en suivant les dernières orientations, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup. Et je vous rejoins totalement dans le rôle que nous avons en tant qu'URPS à vos côtés, à augmenter cette mise en place du projet régional de santé, mais même du projet national de santé au niveau oncologie, j'hésite pas à le dire, c'est vraiment un projet national au point de vue oncologie, dans lequel nous devons nous inscrire, nous devons nous former et nous devons pousser la profession à évoluer vers ça, malgré toutes les tâches. Et c'est le souhait que je souhaite. Alors, merci, Monsieur Vincel. Alors, j'ai deux questions là aussi. L'une qui, effectivement, vient de Madame Beauchot, qui est infirmière, qui interviendra sur une table ronde plus tard, qui nous rappelle effectivement que les infirmières aussi, bien entendu, doivent être prises en compte. Le sujet, là, on parle juste des pharmaciens parce que la question a été posée, mais évidemment, parler de pluriprofessionnalité, de prise en charge pluriprofessionnelle, ça veut dire se baser d'abord et avant tout sur le fameux triptyque pharmacien, médecin, infirmier, qui, dans bien des cas, aurait intérêt ou aura intérêt et va peut-être être élargi, ou l'est déjà quand c'est possible, aux autres professionnels, notamment les kinés, parfois les sages-femmes, sur les professionnels de santé de ville. Du coup, je la rassure tout de suite qu'effectivement c'est le sujet, mais je vais laisser Monsieur Alibert répondre à cette première remarque, si vous voulez bien, Monsieur Alibert. Et la deuxième relève d'une question qui est un tout petit peu plus générique, mais qui est finalement aussi pertinente. C'est Madame Inzelin, qui est pharmacienne également, qui s'interroge sur la possibilité, dans la mesure où vous nous disiez tout à l'heure avoir mis en place une campagne et une campagne d'incitation aux soins, et puis également des campagnes relatives permettant d'insister sur l'importance de la nutrition. Et elle nous pose la question de la possibilité pour vous de développer éventuellement des campagnes d'information nutrition santé générale, c'est-à-dire pas seulement dans la cible cancer, en sachant qu'il me semble que c'est toute l'idée, en fait, c'est de se dire que quand on parle nutrition, on est sur de la prévention, et donc de la prévention générale et pas seulement prévention cancer. Je vous laisse la parole, Monsieur Alibert, si vous voulez bien, pour finir. Oui, alors sur ces deux points, l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui est dans notre ADN des ARS. Je rappelle juste un chiffre qui va suffisamment illustrer le propos. Quand les ARS ont été créés en 2009, nous avions 2 maisons de santé pluriprofessionnelles dans la Marne. Au moment où vous parlez, on en a 15 et 3 dossiers avec des projets en cours. On avait
il y a quelques années, préfigurer ce qui est devenu dans la loi les communautés professionnelles territoriales de santé. Et j'aime bien cette notion de communauté parce qu'elle rassemble et elle montre bien qu'il y a du lien à faire dans les pratiques entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs kinés, les diététiciens, tout simplement parce que là aussi on travaille sur une politique qui consiste à poser un diagnostic territorial avec l'ensemble des acteurs sur un territoire et à bâtir collectivement un projet territorial de santé. Et c'est ce projet territorial de santé auquel on peut voir des avantages, qui va prendre en compte l'état, j'allais dire, des pathologies les plus communément rencontrées sur ce territoire. Si je prends le prochain projet de CPTS qui existe du côté d'Épernay, ce sont les professionnels eux-mêmes qui se sont dit on a quand même une prévalence de cancer dans nos secteurs et il faut qu'on regroupe nos forces. Donc, je crois qu'il n'y a absolument pas d'opposition avec ce que vient de dire le docteur Martial. L'avantage maintenant, c'est qu'on a des dispositifs juridiques qui permettent de mettre l'ensemble des professionnels autour d'une table, de travailler sur un projet territorial de santé qu'on paye. On a des sociétés qu'on rémunère comme Accentis, comme Hippocrate, qui apportent une expertise en cabinet conseil pour permettre de faire de la maïeutique et d'accoucher d'un projet territorial de santé, parce que ce n'est pas le rôle essentiel des professionnels de santé qui sont tournés vers le soin et vers la santé de manière plus large. Et on les accompagne ainsi. Et on a toujours eu à cœur, effectivement, et M. Crête le sait bien, avec la maison de santé pluriprofessionnelle qui existe à Vannes-les-Dames, dans le village dans lequel il est pharmacien, les pharmaciens apportent toute leur expertise. Moi, j'aime beaucoup ce mot d'expertise. Je pense qu'avec le développement de la chirurgie ambulatoire et de manière générale, c'est une bonne chose, des soins ambulatoires, on travaille aussi avec l'ensemble des acteurs. Et bien évidemment, je voudrais inclure non seulement les infirmières, quel que soit leur statut, mais aussi l'hospitalisation à domicile, qui est parfois un acteur qu'on a un peu tendance à oublier. Et quand je dis les infirmières, je ne fais pas de distinction entre les infirmières libérales, les infirmières salariées, les services de soins infirmiers à domicile, parce que tous et toutes ont leur importance et doivent se coordonner. D'ailleurs, sur Reims, on a, à l'initiative d'infirmiers d'ailleurs, eu la première équipe de soins primaires qui s'est mise en place, justement, avec cet avantage qu'une équipe de soins primaires n'a pas à s'occuper des difficultés immobilières, d'une vision immobilière d'un travail sur, j'allais dire, le projet médical stricto sensu. Et ça donne vraiment du sens et amplifie bien évidemment ce genre de choses. Ensuite, sur la nutrition, c'est une nutrition qui est globale, c'est une nutrition qui concerne tous les âges de la vie, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est déjà de donner, j'allais dire, les premiers bons réflexes aux enfants, et y compris aux enfants dans les quartiers difficiles, pour leur montrer qu'on peut très bien se nourrir avec une multiplicité de produits, et on travaille aussi dans une vision directement du producteur au consommateur, et c'est pour ça qu'on a inclus dans nos contrats locaux de santé la Chambre d'agriculture et la direction régionale de l'alimentation et de la forêt. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est évidemment des sujets qui sont très vastes et qu'on pourrait encore prendre pas mal de temps pour explorer. Donc là, malheureusement, on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup, Monsieur Alibert.